les savoirs endogènes renvoient à des épistémologies, à des ontologies, pour faire face en vérité à l'hégémonie de l'Europe des Lumières. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui, lorsqu'on parle de savoir endogène, c'est pour cette raison-là. Il y a une certaine hégémonie occidentale qui s'est imposée à partir du XVe siècle, surtout à partir du XVIIIe siècle. Et les savoirs endogènes, c'est comme des contre-pouvoirs en termes de savoir, de connaissance, pour montrer aux autres pour montrer à l'Occident que non, il n'y a pas que vous. Vous n'avez pas tout inventé, vous n'avez pas tout créé. Et c'est curieux, les savoirs occidentaux sont associés à ce qu'on appelle le siècle des Lumières. On a tous appris ça à l'école, le siècle des Lumières. Et Édouard Glissant, qui est l'un de mes favoris, il dit, écoutez, on peut opposer à la lumière de ce savoir, de ces savoirs occidentaux, l'opacité. Et essayez de voir les modes opératoires de nos pratiques endogènes, de nos savoirs endogènes. Je pense que le terme opacité est très proche. Parce qu'en fait, si vous essayez de les comprendre, selon le mode opératoire des savoirs et la rationalité occidentale, mais vous ne vous en sortez pas. Comment le crachat peut soigner? Comment expliquer le bon, le mauvais bon? Par exemple, mon ami Mathieu aurait dû être là parce qu'il vous expliquerait mieux tout cela peut-être. L'opacité, ça montre simplement que la rationalité que nous imposent les lumières occidentales, ça n'existe pas en fait. Il y a une subjectivité toujours qui est derrière et que tout n'est pas clair comme l'eau de roche comme on le pense dans la vie. Et c'est ça, en fait, le propre des savoirs endogènes, à mon sens. Et je pense que c'est important de comprendre ça. Et un volet important en rapport avec les savoirs endogènes aussi, c'est que ça permet de délocaliser donc les canons académiques traditionnels que nous utilisons dans nos espaces universitaires. Donc, si ce n'est pas l'université et les lumières occidentales, c'est comme s'il n'y a pas de connaissance véritable. Mais ceci ne peut pas être vrai. Il y a d'autres modes de savoir qui ont marché pour d'autres sociétés, d'autres temps, d'autres lieux, et qu'il ne peut pas y avoir un mode universel. Et c'est le gros problème de l'universalité, tel que vu par les Occidentaux. Et j'aime bien notre compatriote Souleymane Bachir Diagne, qui est le maître de l'universalité, mais je suis désolé, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Il faut penser en termes de pluriversalité. D'autres types de savoirs, d'autres modes de cognition ont marché. Quand Descartes dit « je pense donc je suis », mais il y a d'autres modes de cognition que cette rationalité-là. Le goût, l'odorat, la sensibilité. Ogotemeli dans Diedo de Marcel Dreyol, il nous montre parfaitement qu'il y a du sens qui est et qui permet de donner une bonne connaissance des réalités locales lorsqu'on parvient à lire les signes, les traces des animaux, etc. dans la nature. C'est des réalités. C'est des réalités. Et que parfois, nous tous, nous le savons. Parfois, en médecine même, parfois ça ne marche pas à l'hôpital. Et nous allons ailleurs, on suit nos pratiques endogènes et que ça marche. Comment expliquer ça? Parce que le corps humain n'est pas simplement comme une machine, comme le perçoit la science des lumières occidentales. Le corps humain, nous sommes corps et âme. Il y a ce côté qui n'est pas nécessairement matériel,
et qui participent à notre être. Donc, les savoirs endogènes sont certainement, du point de vue de leur consommation, plus digestes pour les communautés qui les produisent, parce que c'est en phase avec leurs croyances et leurs préoccupations propres. Donc, la construction du sens à partir de nos propres sensibilités est particulièrement important pour mieux appréhender ce que c'est les savoirs endogènes. Et je vais vous donner quelques petits exemples. À votre gauche, et encore là, c'est vraiment un archéologue qui parle, vous avez une pièce en céramique. La céramique est un produit très ancien qui date au moins de 10 000 ans. Et jusqu'à présent, on en pratique. Je vous montrerai des exemples plus récents. Donc, et la céramique est un savoir endogène ancien. C'est une technique. Et pour fabriquer la céramique, il faut comprendre les propriétés de l'argile. Et son comportement en relation avec la chaleur, etc. Et donc, elle a permis à l'être humain, j'allais dire l'homme, non, ce serait grave. La production céramique a permis la sédentarisation de l'humain. Avant, il y avait des chasseurs-cueilleurs. Mais avec la production céramique, il y a la possibilité de stocker des réserves et de vivre sur un même lieu pendant longtemps. Donc, ça a été extrêmement important dans le processus de sédentarisation. Ça permet de cuire les aliments et d'avoir une meilleure digestion et de vivre certainement plus longtemps. Et je peux encore citer plein d'exemples en quoi cette invention nous a marqués et que jusqu'à présent, ça continue de jouer un rôle important, que ce soit économique, spirituel. Certains, jusqu'à présent, ne prendraient pas un bain de racines, d'écorces et de choses en rapport avec les savoirs endogènes avec un récipient autre que la céramique. C'est important. Donc, jusqu'à présent, dans nos pratiques, dans certains lieux, c'est particulièrement important. Cette pièce-là, spécifiquement, était utilisée dans le traitement de l'hémorroïde. Et nous l'avons trouvée sur un site à Kédougou. Et ça m'a pris presque 2 ans avant de comprendre comment était utilisé, parce que je ne rencontrais personne qui pouvait m'expliquer. Jusqu'à ce que je rencontre un collègue qui travaillait au Mali qui me dit, mais vraiment ça, j'ai vu une pièce pareille être utilisée pour traiter les hémorroïdes. Et lorsque vous voyez la partie où il y a l'ouverture, on met des braises et le patient, il s'assoit sur la pièce. Voilà. Et donc, ça, pendant longtemps, ça a été une pièce énigmatique, mais oui, et apparemment, ça marche. Je ne questionnerai pas ça si ça ne marcherait pas. Si ça ne marchait pas, il ne l'aurait peut-être pas utilisé. Voilà, certainement. Et l'autre, c'est une poupée, je ne commande pas là-dessus pour gagner du temps. Donc, et vous voyez, on a des formes particulièrement complexes. Et ça, c'est le même site. J'en ai rarement vu des formes comme ça au Sénégal. Mais tout ceci, c'est pour vous rappeler la question des signatures culturelles identitaires en rapport avec ces productions-là. Donc, qui sont très typiques parfois. Et là, c'est
c'est une potière moderne. Donc jusqu'à présent, c'est dans notre économie, c'est réinventé. Vous voyez comment les formes avant, comment c'est différent des formes actuelles. Et je peux vous raconter toute une histoire à propos de la production céramique sur le Sénégal parce que ça change radicalement. Donc, je m'excuserai parce que bon, je ne pouvais parler de ce sujet qu'à partir de mon expérience archéologique. Donc, la plupart de mes exemples viennent de ça. Mais je pense que ça devrait pouvoir vous inspirer en abordant vos optiques. Et une autre technique endogène que les archéologues aiment bien parler de est la métallurgie du fer. Très développée dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal. C'est une technologie très sophistiquée qui produit à partir d'une roche, à partir d'un minerai ferrugineux qui produit le fer, le métal que nous utilisons dans la vie quotidienne. Donc dans presque toutes les activités. Et ça a été révolutionnaire. Ça a été révolutionnaire. Au point que la science occidentale a voulu se l'approprier et nous dire, écoutez, non, vous n'avez pas inventé, c'est nous qui avons inventé, qui vous avons donné ça. Et donc, dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal, c'est une technologie très présente dans les dépôts archéologiques. Et au XVIIe siècle, vers la fin du XVIIe siècle, plus précisément en 1686, Chambonneau, qui parle de cette technique, dit que dans la vallée du fleuve Sénégal, Chambonneau rapporte qu'ils ont la mine de fer, puisque passé 60 lieues sur ce fleuve, ils n'en achètent plus de nous. Il en faut tous leurs outils et armes, bien meilleurs que le nôtre, plus doux même et ployant que celui d'Espagne. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout simplement, j'ai parlé tantôt de ces contacts, comment ça a changé beaucoup de choses, mais ce n'était pas toutes les choses. Il y a des aspects sur lesquels, sincèrement, il y avait les Africains avaient certainement avaient une meilleure expertise. Et donc, la métallurgie fait probablement partie de ces techniques-là. Donc, très ancienne. Maintenant, dans le cadre des contacts, il y a eu des décisions qu'il fallait faire. Il y a eu beaucoup de changements. Ils ont perdu la technique de la réduction, c'est-à-dire le côté le plus technique, je pense même, bon peut-être que ce n'est pas le plus technique, mais un côté important dans la chaîne opératoire, prendre un caillou, une roche et en extraire le fer pour pouvoir avoir les outils dont on a besoin. Cette pratique a été pratiquement perdue dans toute la région. Et très brièvement, là je vous donne des exemples. Ça vient d'une exposition que nous avons faite il y a quelques 3 ou 4 ans, suite à la découverte de fourneaux de réduction au Sénégal oriental. Et on essaie de reconstituer la chaîne opératoire ici. Donc depuis le minerai, le fourneau pour la réduction, c'est-à-dire le fourneau, on a le combustible. Donc il y a, le rapport est... Ce n'est pas simplement technique, il y a l'environnement aussi qui joue parce qu'il faut trouver le bon combustible, il faut trouver le bon minerai, etc. Il faut charger le fourneau, il faut construire le fourneau, ça c'est technique, et donc produire le fer qui après est traité à la forge pour créer les outils dont on a besoin. Ça c'est du vrai savoir en Égypte. Mais bon, je ne vais pas m'attarder sur plus longtemps sur les détails. Nous avons, j'ai dit tantôt que c'était dans le cadre d'une exposition, après la découverte de fourneaux sur des sites où nous travaillons dans la région de Kédougou. Et donc, pour l'exposition, pour la dissémination du savoir, on s'est dit, écoutez,
Le fourneau, la métallurgie, la sidérurgie, on se dit toujours, oui, c'est important, c'est extraordinaire, mais en fait, on ne partage pas trop bien, on ne dissémine pas bien, on ne réutilise pas ces savoirs-là dans nos espaces académiques pour que ça serve. Et donc, on s'est dit, nous allons essayer d'engager la communauté ou les communautés d'où nous avons trouvé ce matériel-là. Donc, on a résumé la chaîne opératoire en Pulaar, en Malinké, qui sont les populations qui étaient dominantes dans cette région-là. Et on est allé à la rencontre des communautés dans un bus pour que eux-mêmes ils interagissent avec cette technique, ces savoirs endogènes et qu'ils nous donnent leur impression. J'avoue que pour la traduction, c'était très difficile. Beaucoup de termes techniques, plus spécifiquement avec la réduction, là il peut en parler, celui qui fait métallurgie du fer. C'était très difficile parce que beaucoup de techniques, beaucoup de termes en rapport technique et même les outils en rapport avec la réduction étaient perdus. Mais on s'est dit qu'on enseigne l'ingénierie dans nos sociétés en prenant des exemples d'ailleurs, alors que cette technique très ancienne est ici et aurait pu servir de soubassement pour bâtir, pour construire quelque chose qui soit plus digeste pour nos communautés. Et peut-être qu'il soit plus compréhensible parce que c'est proche de notre environnement et de notre culture. Et donc, c'était vraiment un extraordinaire succès. On a eu beaucoup de mobilisation. Le bus est allé un peu partout, contrairement à nos modes de dissémination traditionnels. On est allé à la mosquée, on est allé aux places publiques, on est allé au marché, etc. Donc, c'était vraiment une manière pour interagir et voir les communautés s'approprier ces savoirs-là. Et on a des élèves d'écoles techniques qui sont venus et on a recueilli leurs témoignages, c'était extraordinaire. Maintenant, je vais utiliser ça comme un prétexte. Et là, je vais presque vers ma conclusion. Le savoir endogène, j'ai dit que ça renvoie toujours à une identité. Et une identité, c'est une esthétique propre. Et pour les Sénégalais qui sont là, je pense que beaucoup comprendraient ce que j'appelle l'esthétique Teranga ici. Il y a une manière de faire qui nous est assez propre. D'abord, je parlais de partage des résultats de la recherche. Cela revêt un caractère teranga, le partage du savoir même. Quand on dit teranga, souvent on passe à l'hospitalité, mais c'est au-delà de ça, c'est plein de types d'échanges, d'interactivité, de sociabilité, de solidarité et de relationnalité. Et c'est tout ceci qu'englobe le terme teranga. Et généralement, lorsque vous publiez un ouvrage, lorsque vous faites votre recherche, vous publiez un ouvrage, un article, oui, il y en a qui vous lisent. Mais vous parlez à qui? Aux universitaires. Et plus spécifiquement, dans une langue étrangère, aux gens qui parlent cette langue-là. Donc, en large majorité, si nous publions en français, nous parlons à qui? Si nous publions en anglais, nous parlons à qui? Donc, c'est important de penser à nos langues. Et pour toucher nos populations, il faut qu'on s'adresse à eux dans nos langues. Il faut qu'on s'adresse à eux dans nos langues. Et nous faisons cette expérience-là depuis quelques années maintenant. L'exposition au sein de notre laboratoire, on a développé une version
française, anglaise, mais aussi wolof. Et de plus en plus, tous mes doctorants, je leur impose d'avoir un résumé au moins de leur thèse en wolof. Et en plus de la langue de la communauté où ils travaillent. Donc, ça, c'est de l'hospitalité, c'est de la solidarité. C'est le partage de la teranga. Et quelque chose qui m'avait choqué, quand je suis allé à Paris en 91, on avait l'habitude ici au Sénégal, avant que je parte, lorsque vous avez votre morceau de pain que vous consommez, vos collègues qui passent, vous donnez. Une fois, j'avais mon bout de pain, je me dis, mais qu'est-ce qu'il. Et eux, ils mangent, ils vous regardent comme ça. Mais c'est à l'étranger que j'ai appris à faire ça. Moi, je ne savais pas. Pour moi, il faut toujours dire, bon, vous prenez au bout. Donc, l'esprit de la teranga, l'esthétique teranga, c'est ça en fait. Cet esprit de partage-là doit aussi nous animer dans nos recherches. Il faut qu'on rende les choses à nos communautés. Si on travaille pour ces communautés-là, il faut qu'on leur parle dans leur langue, il faut qu'on leur serve les résultats de nos recherches sous des formes qui soient digestes pour eux ou pour elles, je parle de population. Donc, là, je pense, étant un archéologue de l'Atlantique, je pense fondamentalement que la teranga a ses racines dans l'enchevêtrement des sociétés sénégambiennes avec le reste du monde et les circulations complètes avec le monde arabo-musulman, les Européens. Les mariages à la mode du pays, c'était que ça en fait. Les mariages à la mode du pays, vous arrivez, on vous accueille, on vous donne une femme, vous avez une famille, etc. Vous êtes à l'aise. Ça, c'est la teranga. Et dans la recherche, il faut qu'il y ait de ça aussi. Pas exactement de la même manière, mais c'est pour vous dire que les racines de la teranga, c'est le vivre ensemble. Au-delà même de nos frontières culturelles, recevoir des étrangers, les accueillir dans des conditions optimales. Et donc, il y a beaucoup de circulation, il y a de la relationnalité, il y a des échanges de culture matérielle, etc., etc. Donc, coopération, solidarité, allant même à la résolution des conflits, à l'entraide, etc. Donc des dons matériels, les alliances politiques et religieuses, etc., etc. Mais aussi le partage de l'information. C'est ça le savoir aussi. Le savoir utile, ça se partage. Ça ne sert à rien lorsque vous produisez ça et vous partagez ça avec les Blancs. Et les gens de votre localité, ils n'ont aucune idée là. Qui lit vos livres? Qui lit nos livres? Qui lit nos articles dans les revues les plus cotées? L'exposition qu'on a faite sur la métallurgie du fer était lue par presque près de 1000 personnes. J'ai dit lui, en tout cas, c'était une forme de consommation. En tout cas, je ne trouve pas un autre terme. En tout cas, c'était consommé par des populations sénégalaises, pas même dans la zone de Dakar qui reçoit tout souvent ces choses-là, mais de la localité d'où l'information scientifique a été extraite. Et depuis pratiquement une décennie, cela anime nos travaux. Et je terminerai rapidement par ça. Donc, nous avons initié un programme avec d'autres partenaires extérieurs et nous avons insisté, ça s'appelait les conversations inachevées, où c'était des questions très sensibles qui touchaient beaucoup de communautés à travers le monde, mais spécifiquement chez nous, on a imposé une méthodologie inspirée par l'esthétique teranga. Et nos rencontres avec les populations avec qui nous avons travaillé à Saint-Louis, dans le Fouta, étaient extraordinaires, empreintes d'hospitalité et de partage, et au point que quand quelque chose se passe au sein de cette communauté-là, ils appellent, oh, il y a un mariage, il y a des funérailles, il y a ceci, on est obligé de... Et c'est devenu une relation, en fait, qui est très difficile à gérer, hein, mais en termes de transmission, je pense que c'est ce que nous devons faire, c'est devenu presque une famille.
Donc pour conclure, je vais simplement dire qu'il y a une sorte de persistance des savoirs endogènes dans le présent et que ces savoirs-là sont inscrits soit dans la matière ou dans la mémoire, mais sont toujours récupérables pour façonner le futur. Ça peut être du passé, mais on doit savoir que c'est un passé qui change constamment, qui se renouvelle et que c'est un passé qui a un futur. Et c'est important. Et que ce soit pour la médecine, que ce soit pour la création artistique ou artisanale, un passé utile a nécessairement un futur, mais pas exactement, qui ne ressemble pas à ce que ce fut au temps du temps immémorial de son invention. Mais c'est repensé constamment et réadapté par rapport à nos réalités. Et c'est ça l'utilité, en fait, des savoirs endogènes. Donc, ce n'est pas des connaissances figées comme beaucoup le prétendent, non. C'est, oui, des archives du passé, mais c'est des archives du passé qui sont utilisables dans des interventions individuelles ou collectives pour définir un nouveau futur qui soit plus en phase avec nos réalités actuelles. Et ceci nous pousse à essayer de réfléchir un peu sur le futur. Le futur est, en fait, il y a deux choses dans le futur. Ce n'est pas encore arrivé, mais il n'y a que deux choses dans le futur. C'est aussi simple que ça. Le futur est la somme des choses que nous voulons préserver. Donc, les savoirs endogènes, par exemple, que nous voulons préserver, mais également des choses que nous voulons changer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une partie de ces savoirs-là que nous laisserons derrière, mais il y a une partie que nous garderons. Et les archives matérielles, les archives d'une manière générale, c'est tout le temps cela. Les fragments qu'on préserve, on les préserve parce que c'est utile. Donc, les savoirs endogènes, c'est un lieu idéal pour des interventions utopiques et dystopiques. Et c'est un excellent baromètre pour comprendre la trajectoire des sociétés. Et donc, pour répondre à la question initiale, je pense que c'est un passé utile et utilisable. C'est ce passé utile et utilisable que nous appelons savoir endogène. Je vous remercie de votre aimable attention.